Isabelle, vous êtes docteur en médecine et en sciences de la vie. Vous avez travaillé en laboratoire et puis comme médecin du travail pendant 40 ans, c'est ça? Oui, Et pendant 30 ans, pendant 30 ans. pendant 30 ans, pardon, j'en ai rajouté 10. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle La pensée médicale en action, dans lequel eh bien, vous défendez une médecine humaniste, fondée sur l'écoute, l'intuition, la réflexion, en opposition à une médecine mécanisée, technicisée, marchandisée. Et donc vous appelez les médecins à reprendre le contrôle de leur pratique face aux influences de l'industrie pharmaceutique qu'on connaît et des politiques de santé qui sont dictées par des logiques économiques. Donc votre livre, en somme, si j'ai bien compris, c'est un plaidoyer pour une médecine qui respecte l'humain dans toute sa complexité. La première question que j'aimerais vous poser est la suivante. Vous dites que la médecine n'est pas une science, mais qu'elle est un art. Alors, est-ce que dans l'histoire du monde, la médecine a déjà été enseignée comme un art? Et je me pose la question en France, puisque je parle depuis la France, est-ce qu'en France, la médecine a déjà été enseignée comme un art en faculté? Non, je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme tel. Je l'ai découvert tardivement. Euh, je dois dire que pour expliquer pourquoi, quel est mon point de vue, parce que tout le monde pense que la médecine est une science, enfin pas les médecins forcément, mais le grand public, on peut dire. Euh, la médecine n'est pas une science parce que d'abord c'est une pratique. Quand on est tout seul dans son cabinet, je prends l'exemple d'un médecin généraliste ou spécialiste, quand on est tout seul dans son cabinet avec une personne, il n'y a pas de science à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on observe, on écoute, on est en lien avec la personne, on essaye de comprendre quelle est sa souffrance, s'il y a une souffrance, ou quelle est sa maladie en fonction des observations très pratiques qu'on fait. Donc on est comme un artisan en fait. On est en train d'observer, admettons qu'on veuille, je sais pas, construire quelque chose, une maison, on observe le terrain, on regarde ce qu'il y a, quelles sont les possibilités, les matériaux, etc. Et là où la science intervient, c'est que bien sûr, on est en phase avec son époque et avec tous les instruments, tous les matériaux qui peuvent nous servir pour comprendre, par exemple pour le diagnostic, quelle signification peut avoir tel ou tel symptôme, tel ou tel signe physique ou tel signe psychique qu'on observe au moment où on est avec la personne. Donc la médecine s'appuie sur des sciences. Et l'honnêteté intellectuelle du médecin, c'est de chercher quelles sont les données scientifiques les meilleures, les plus fiables pour pouvoir exercer sa pratique. Voilà. Donc, si vous voulez, pour pas enfin, m'étendre trop longtemps là-dessus. Mais par contre, pour l'histoire de l'art, c'est amusant puisque moi, j'aime différents arts. Je pratique la littérature, la musique, etc. Donc, j'ai toujours cet esprit éveillé avec quelque chose que l'art, c'est aussi la pensée flottante, c'est aussi se laisser guider par l'intuition. Et je le pratique aussi dans ma relation avec les gens. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de sortir tout un tas de tiroirs de connaissances qu'il faudrait inspecter les uns derrière les autres, parce que de toute façon, c'est impossible. Donc c'est comme quand on apprend à faire du vélo ou à marcher, on ne se pose pas la question de savoir comment on va bouger les jambes, et donc on le fait, hein. Et puis, pour l'anecdote, il se trouve qu'à une époque, j'ai eu des difficultés professionnelles en tant que médecin du travail, où j'étais attaquée parce que je défendais tout simplement la santé des salariés. Et donc, ça, c'était des habitudes qui avaient pris surtout les grosses entreprises au début des années 2000. Et je me suis retrouvée à être défendue par un syndicat au niveau national. Et le responsable santé travail de ce syndicat avait écrit une lettre à mon employeur, qui est un gros service de santé au travail, en disant que je pratiquais l'art médical. Et j'étais étonnée parce que je me suis dit, mais oui, au fait, il a raison. Il a raison. J'ai dit, comme Monsieur Jourdain, je fais de l'art médical sans me le dire.
Mais évidemment, et il n'y a pas que moi en fait, beaucoup de médecins qui ont cette sensibilité, alors pratiquent la médecine, non même pas comme un artisanat, mais vraiment comme un art, quoi, en se laissant guider par des choses qu'ils ont acquises et avec cette ouverture, cette liberté qui est nécessaire quand on exerce un art. Voilà. Votre livre dénonce notamment la robotisation de la médecine. Est-ce que vous pensez que les médecins d'aujourd'hui sont devenus de simples exécutants de protocoles plutôt que de véritables soignants, plutôt que de véritables artisans médicaux, si je reprends un peu Oui. votre logique? Alors, il ne faut pas être simplificateur, c'est-à-dire que je ne m'oppose pas, par exemple, à l'utilisation des robots médicaux ou chirurgicaux pour faire une intervention chirurgicale. J'ai bien conscience que la somme de connaissances qu'on a à examiner pour pouvoir prendre des décisions peut nécessiter parfois de recourir à des outils de recherche scientifique comme l'intelligence artificielle qui permet dans un temps très restreint d'avoir une vision intelligente de ce qu'on peut faire. Mais en fait, ce à quoi je m'oppose, c'est le fait de développer, par exemple, des cabines de consultation dans des gares où il n'y a pas de relation avec une personne humaine, où il n'y a pas de lieu de secret, où il n'y a pas de relation de bienveillance et cette relation qui, à mon avis, est incontournable de confiance entre le patient et le médecin qui va essayer de comprendre ce qui lui arrive et surtout de le réconforter. Parce que le réconfort, on ne l'apprend pas à la faculté de médecine, c'est incroyable. Et les mots de réconfort, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important. Et même moi qui n'ai pas été médecin de soins, en fait, à part pour ma famille, mes amis, mes enfants, je me suis rendu compte, peut-être grâce à mon mari qui est poète, que les mots sont extrêmement importants. Et je ne manquais jamais, au moment où je quittais quelqu'un qui était angoissé dans mon travail de médecin du travail, quelqu'un qui est angoissé parce que soit il a un problème de santé très important, qui va entraver son métier, soit qui peut lui risquer de lui faire perdre son travail, ou bien une situation de souffrance insupportable qui est due aux conditions de travail, je quittais jamais les gens sans les réconforter, leur dire que j'avais confiance et qu'on allait trouver des solutions. Voilà. Cette, cette cabine de consultation dont vous parlez dans les gares, est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà dans certains pays, Hmm. ou bien est-ce que c'est un projet mais qui semble sérieux? Alors, je pense que le projet est sérieux. Je ne sais pas si elles ont déjà été installées. L'idée, c'était, parce que bah, ça paraît tellement incroyable et impossible, c'est de mettre un infirmier, en fait, peut-être en pratique avancée, comme aujourd'hui, il y a une réglementation et une formation qui essaye de faire en sorte que des infirmiers remplacent des médecins, ce qui, à mon avis, peut être, comment dire, efficace dans certaines situations très codifiées, et puis avec en plus des gens intelligents et qui ont aussi cette envie de guérir, hein. Parce que c'est toujours pareil, hein. Moi, je parle de la médecine, là, mais en fait, tous les professionnels de santé, on peut parler de la même manière, hein. C'est-à-dire qu'il y a besoin de cette attention, de cette observation, de cette ouverture, et de vouloir bien faire, de vouloir protéger la personne, de vouloir la soulager, hein. Donc, c'est valable pour les infirmiers, puis même pour les médecines alternatives. Enfin, pour moi, on est dans une grande famille de soignants. Et bah, justement, ça me fait penser une chose, c'est que j'ai toujours eu intuitivement ce besoin d'être proche des gens parce que ma mère était soignante à l'hôpital public pendant elle, une quarantaine d'années. Et elle était un modèle pour moi. Et donc j'en parle un petit peu dans le livre parce que je pense qu'on ne vient pas de nulle part. Et comme disait celui que j'appelle mon mentor, Christophe Dejour, qui est professeur de psychodynamique du travail et qui est psychanalyste, psychiatre, qui a été médecin du travail, qui m'a énormément permis de me développer au niveau intellectuel dans mon cheminement.
c'est important de dire voilà, de quel point de vue on parle. Il dit toujours, parce qu'il y a eu longtemps, enfin, il y a toujours des controverses, par exemple, entre les différentes chapelles de la psychanalyse. Il disait les gens ne se comprennent pas, ils utilisent des mots qui ne veulent pas dire la même chose ensemble et ils se disputent. En fait, il faut comprendre déjà, avant de commencer la discussion, de quel point de vue on parle, ça veut dire d'où on part, notre origine sociale, ce qu'on a vécu, l'histoire personnelle, enfin, énormément de choses sont importantes pour qu'il y ait vraiment un vrai dialogue et où on se comprenne. Alors, dans votre livre, il y a un passage, enfin, tout est très intéressant, mais il y a un passage dans lequel vous parlez de l'introduction des fameux QCM et des examens standardisés à la faculté de médecine, hein, qui sont bien connus, et ce qui a, selon vous, favorisé une approche réflexe qui empêche le développement de la réflexion clinique. Et finalement, est-ce que ces fameux QCM ne sont pas une première étape dans le fait de rendre les médecins, certains pourraient dire de manière un peu provocante, débiles? Oui, alors je ne sais pas, je pense pas au départ, enfin j'espère, j'espère que c'était pas fait pour ça. Je pense qu'au départ, je crois que c'était le professeur Molimar, qui n'est pas celui dont on parle aujourd'hui, qui est son fils, hein. Mais le professeur Molimar à l'université de Paris-Sud, il avait développé, je crois que c'est lui, hein, bon, j'espère ne pas me tromper, mais ces techniques pour alléger la correction des copies. Et c'est vrai que pour les professeurs, c'est affreux, quoi. Les corrections de copies, c'est toujours la bête noire pour les enseignants. Mais là, en fac de médecine, c'est vrai que quand dans notre université, on était 500 ou 600, je ne sais plus. Enfin, oui, 500 en première année de médecine. Donc, cet outil, certainement, a amélioré beaucoup la vie des correcteurs de ces examens de concours, en plus, où on sait que c'est l'ordre d'arrivée au concours qui définit si oui ou non on va pouvoir se destiner à ce métier. Puisque à l'époque, moi je me souviens, sur 500 personnes, il y avait 162 personnes qui passaient du premier coup en médecine, et moi j'étais 162e. Et donc c'était, bon, pour la première année quand même, hein, j'ai pas redoublé, mais c'est délicat, quoi. C'est un cas de conscience. On sait que plus la correction est subjective et plus c'est aléatoire. Bon, après, j'ai compris après qu'ils faisaient des calculs là-dessus pour écarter les notes, parce qu'en fait, les gens étaient tellement proches les uns des autres que, bon, à la fin, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais toujours est-il que effectivement, le système, c'est que ça vous conditionne à penser que la médecine, c'est simple et qu'on peut cocher des cases et que c'est finalement c'est simple. Et on garde, quand on est étudiant en médecine, en fait, même si on sait bien que les questions, ce qu'on appelle les questions rédactionnelles, où il y a une pensée, où il faut se positionner, s'engager sur un diagnostic ou définir un certain nombre d'examens à faire, mais enfin, ça reste encore une sorte de recette de cuisine, hein, de protocole. Euh, on sait bien que c'est trop simplificateur, donc on ne se fait pas d'illusions. Bon. Et d'ailleurs, à mon époque, lors de ce qu'on appelait le concours de l'internat à l'époque, il y avait des questions rédactionnelles quand même. Il y en avait une ou deux. Bon, à mon avis, ça ne devait pas peser forcément énormément dans la note finale et dans le classement, mais elles avaient le mérite d'exister. Mais c'est vrai que avoir cette vision de l'enseignement qui est aussi simplifiée, d'abord, on se rend compte dans la pratique que c'est pas ce qu'on a appris à l'université qu'on retrouve dans la pratique, dans le sens où les choses sont beaucoup plus variables. Et cette variété, cette variabilité, en fait, des situations cliniques, ben, on la découvre quand on est sur le terrain, quoi, quand on fait le travail. Après, la question de la soumission, quand on est étudiant, ben, c'est la question de la soumission dans la société en général. C'est-à-dire, quels sont les mécanismes? Alors, c'est pas moi qui vais les décrire le mieux, mais il y a Ariane Biran, par exemple, qui est une auteure très intéressante, qui parle de cette question-là et comment on amène les gens à finalement accepter, à creuser leur propre tombe
en acceptant un contrôle et d'être guidé constamment, quoi. Alors, dans votre livre, vous remettez aussi en question le réductionnisme médical, comme vous l'appelez, qui néglige notamment les liens entre le psychique et le somatique. Mm. J'ai envie de vous demander, Isabelle, comment la Oui. médecine peut-elle négliger une chose aussi évidente en fait? Eh bien, elle peut le faire dans la mesure où depuis les années 70, alors je ne sais pas exactement, moi je suis arrivée en médecine, en études de médecine en 79-80, donc je ne connais pas. Enfin, à mon époque, on sélectionnait les étudiants en médecine sur les résultats du lycée en matière scientifique. Donc, la plupart des étudiants qui étaient recrutés, ils avaient ce qu'on appelait le bac C ou S aujourd'hui, c'est-à-dire maths physique. Donc, c'était sur des aptitudes très, très rationnelles et absolument pas sur une sensibilité littéraire, par exemple, qui pourrait aider justement à cette prise de conscience euh, de cette pratique humaniste, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est très opératoire, alors opératoire dans le sens où la définit la psychosomatique psychanalytique, dans le sens où elle a défini la pensée opératoire, c'est-à-dire une manière de penser extrêmement terre à terre, factuelle. Finalement, on a peut-être sélectionné beaucoup de gens qui ont trop cette pensée opératoire, cette pensée qui est très, voilà, qui néglige en fait, qui néglige beaucoup la sensibilité, la relation, l'observation, les émotions. Parce qu'en fait, la pensée opératoire, dans la définition de cette école de psychosomatique que j'ai un petit peu étudiée, c'est une pensée qui naît soit, enfin, qui se développe de manière continue depuis l'enfance, notamment lorsque les gens sont soumis à des violences dans l'enfance. Et donc, c'est une pensée terre à terre qui est dénuée de sentiments, enfin à l'extrême, hein, parce qu'on n'a pas toujours comment dire, des situations extrêmement caricaturales comme ça, mais enfin bref, on le retrouve quand même dans le fonctionnement psychique des gens ou dans leur manière de parler ou de se comporter. Donc, quelque chose qui écarte tout ce qui est rapport au passé ou à l'avenir, aux sentiments, aux émotions. Donc, ça peut être des choses qui sont intrinsèques à la personnalité de la personne, qu'on décrit comme une personne soit psychopathique au pire, soit névrose de caractère. Enfin, tout ça, c'est des définitions qui sont, enfin, des mots qui ont un sens dans cette école de psychosomatique de Paris, de Pierre Marty notamment, qui était le chef de file. Et c'est important parce qu'en fait, c'est grâce à ça aussi que, pourquoi je parle de pensée médicale? Parce que justement, dans cette pensée opératoire, c'est dans la pensée et le comportement opératoire, c'est la pensée la plus riche qui s'arrête. Et c'est peut-être ça qui m'a fait penser à l'idée que, il y avait besoin pour les médecins de prendre conscience qu'il existe une pensée médicale, parce qu'on ne nous en parle pas à l'université de cette pensée médicale. Donc le terme pensée médicale, pour moi c'est évident, mais pour bien des gens, même pour des médecins, ils se disent mais de quoi elle parle? Donc c'était intéressant à travers ce livre d'arriver à décrire, mais à travers la pratique, c'est-à-dire à travers des situations concrètes, comment j'avais pris conscience au moment où je pratique la médecine, soit pendant mes études à l'hôpital, soit ensuite pendant mon activité de médecin du travail, comment je prends conscience qu'il y a un cheminement intellectuel très particulier pour établir un diagnostic ou bien pour choisir une manière de prendre en charge et de soigner les gens. Et sincèrement, pour avoir côtoyé des médecins étrangers, je pense que c'est un cheminement qui est universel. Et ce cheminement universel, on le trouve dans la méthode dans la méthode hippocratique, oui, qui a radicalement changé la manière de soigner, c'est-à-dire qu'avant, la pensée médicale était religieuse, elle était divinatoire. Et à partir de Hippocrate, elle s'est basée sur l'observation honnête.
non guidés par des intérêts personnels ou par des idées métaphysiques, religieuses, etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel et je pense sincèrement que la médecine allopathique la plus remarquable aujourd'hui, quand elle existe, quand elle est pratiquée comme ça, vraiment, c'est la méthode hippocratique. C'est-à-dire une honnêteté intellectuelle, une rationalisation, bien sûr, mais qui ne se débarrasse pas des sentiments et des valeurs. Dans votre livre, vous critiquez aussi ouvertement la biomédecine moderne et l'influence des labos. Alors on entend souvent parler des médecins qui sont visités par des agents de grands labos et puis qui ont de coquettes récompenses quand ils prescrivent bien tel ou tel produit. Et je voulais savoir si vous, en tant que médecin du travail notamment, vous avez connu ça ou est-ce que la médecine du travail en France en est un peu préservée? Non, la médecine du travail n'est pas tellement concernée par ça parce qu'on ne prescrit pas de médicaments. Dans la réglementation, la médecine du travail a interdiction de prescrire des médicaments. Il ne peut que prescrire des vaccins ou éventuellement des médicaments d'urgence, mais c'est vraiment très restreint. Donc nous, finalement, on n'est pas du tout visité par les laboratoires pharmaceutiques. La problématique de l'action des médecins du travail, c'est qu'elle est entravée par des relations, par des conflits d'intérêts, du fait que dans nos actes qui consistent principalement à faire de la prévention, à comprendre ce qui peut nuire à la santé des gens dans le travail et à trouver des solutions pour y remédier, hein, d'une manière générale, c'est ça. Alors ça peut être n'importe quel risque, hein, ça peut être chimique, physique, postural, des gestes répétitifs, ou bien des organisations du travail ou des managements, comme on dit, management, j'aime pas ce mot, mais enfin bref, c'est celui qu'on utilise pour dire comment on dirige le personnel, la relation d'autorité sur une équipe, et comment ces manières qui sont, enfin ces choses qui sont choisies parfois délibérément détruisent euh, la personne physiquement et moralement. Voilà. Hmm. Donc, on est dans un système où on est, en tant que médecin du travail, on est censé. Surtout jusqu'en 2010, je pourrais dire que le Code du travail permettait de vraiment de bien protéger la santé des salariés. Puis il a été détricoté en France à partir de 2007, quoi. Enfin, voilà. À partir D'accord. de c'est à ce moment-là que bon, ça devient difficile, mais les médecins ont commencé à être attaqués par des grosses entreprises au début des années 2000. Moi-même, j'ai été attaquée en 2003, 2004, 2006. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des médecins, donc c'est pour ça que nous, en tant que médecins du travail, on a l'habitude des relations tendues avec l'ordre des médecins parce que des gros employeurs, alors c'est pas l'industrie pharmaceutique, c'est n'importe quel gros employeur qui a des salariés qui sont maltraités du fait de l'organisation du travail ou d'un type de management qui est volontairement délétère. Ces grosses entreprises nous empêchaient de mettre les gens, soit d'aménager leur poste, de modifier les conditions de travail, ou bien de les déclarer inaptes à tout poste de l'entreprise pour les soustraire à la violence du travail et de l'entreprise. Et donc, on était attaqué devant l'ordre des médecins, donc instrumentalisés par des entreprises qui sont ni le patient qui se plaint, ni un autre médecin qui se plaint d'avoir été Hmm. de manque de confraternité ou de choses comme ça, hein. Donc c'est vraiment des employeurs qui instrumentalisent et l'ordre des médecins parfois suspend des médecins du travail ou leur donne des petites des blâmes ou des avertissements pour les choses les plus faibles, mais c'est extrêmement violent et surtout l'ordre des médecins, j'en parle hein, dans le livre, c'est une figure paternelle punitive. Et donc, ça marche sur des médecins, surtout d'origine aisée, qui n'ont jamais été dans le militantisme ou qui n'ont jamais été rebelles.
c'est une manière d'intimider et de tenir les gens, hein. C'est problématique. Enfin, là, on l'a vu pendant la période Covid, comment l'ordre des médecins s'est allié avec le gouvernement pour empêcher les médecins de prescrire, empêcher les médecins de recevoir des gens dans leur cabinet. Et ça, c'est une entrave énorme de la pensée médicale. Quand vous faites peur à des médecins et qu'ils ne se sentent plus libres d'exercer leur pensée médicale, elle est bloquée, eh bien, la médecine, elle est complètement dégradée dans ce cas-là, hein. Alors, vous parlez aussi de la marchandisation de la médecine, mais j'ai une question un peu taquine. Est-ce que la marchandisation n'est pas quelque chose de fatal dans la mesure où, eh bien, pour commencer, on paye son médecin quand on va le voir, quand on le consulte? Est-ce que ça Mm. commence pas par là, la marchandisation de la médecine? Je crois que c'est en Chine, c'est ce qu'on entend souvent. euh, on paye son médecin quand en fait il a failli à prévenir la maladie chez nous. Pour moi, c'est pas ça la marchandisation de la médecine. C'est par exemple dans les hôpitaux la tarification à l'activité, qui est une réforme qui a fait qu'au lieu de soigner les gens du mieux qu'on pensait le faire, on a incité les médecins à faire des actes parce que ça rapportait plus à l'hôpital et de négliger certains soins. Par exemple, je me souviens d'une de mes amies qui est diabétologue, qui expliquait que le fonctionnement de l'hôpital aujourd'hui, pour quelqu'un qui a un pied, un diabétique qui a un pied infecté, enfin qui est malade à cause du diabète, bah, ça rapporte plus à l'hôpital de lui faire une amputation du pied que de le soigner cliniquement et de le garder 3 semaines à l'hôpital pour lui faire des soins. Donc, c'est dans ce sens-là, vous voyez, à mon avis, c'est ça le problématique. C'est-à-dire de radicalement changer le contenu du soin et de négliger un certain nombre de choses qui sont essentielles pour soigner. Euh, c'est pas de chercher des boucs émissaires et de se dire, ah bah, le médecin, forcément, il gagne plein d'argent, etc. Bon, je pense il y a des abus, comme dans tous les métiers, il y a des abus, il y a des gens qui prennent des dépassements phénoménaux et qui ne reçoivent pas les gens qui n'ont pas les moyens, quoi. Donc ça, c'est problématique, évidemment, hein. Hmm. Et moi, vous voyez, je parle plutôt d'autre chose, quoi. C'est là où radicalement, ça change même, ça supprime la pensée médicale, pour le coup, ça l'annihile, parce que c'est plus ça qui décide ce qu'on doit choisir pour soigner quelqu'un. Et la marchandisation de la science, elle a été déjà dénoncée au moment où il y avait le traité de Maastricht. Donc, il y avait beaucoup de gens comme moi, par exemple, qui refusaient ce traité de Maastricht parce qu'ils voyaient bien que la médecine allait être marchandisée grâce à ça au niveau européen. Vous soulignez évidemment dans votre livre l'importance de l'intuition du médecin. Euh, Mhm. alors pareil, j'ai une question un peu taquine. Euh, Comment concilier cette intuition du médecin avec l'exigence de preuves scientifiques et de fameuses médecines basées sur les preuves? Bah, c'est-à-dire qu'elle fonctionne d'une manière intermittente, l'intuition, et elle est surtout présente au moment où on est avec un malade, enfin une personne qui souffre, qui vient vous voir. Euh, Parce que quand on est avec un malade, on ne fait pas evidence-based medicine. Evidence-based medicine, c'est une réflexion sur la vérité, enfin sur la réalité des connaissances. Donc c'est quand on va être tout seul et quand on va se poser des questions sur la légitimité d'un examen complémentaire pour faire tel diagnostic ou bien l'absence de danger des faits indésirables graves d'un traitement. C'est à ce moment-là qu'on pratique l'évidence-based medicine et qu'on va aller chercher des articles scientifiques qui vont nous conforter dans l'idée que ce qu'on fait jusqu'à présent est le mieux, ou bien de prendre d'autres décisions pour choisir une meilleure stratégie pour faire un diagnostic, par exemple,
avec des examens complémentaires qui sont euh, plus spécifiques, hein. C'est la question de la sensibilité, de la spécificité des examens complémentaires. C'est les choses, c'est des choses classiques dans la médecine. Donc, si vous voulez, c'est comme, je dirais, pour faire une métaphore, comment dire, un artisan qui affûte ses outils avant de passer à l'action. Et quand il affûte ses outils, ben, il n'est pas en train de scier ou quand il règle sa machine, il n'est pas en train d'usiner, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses, de compréhension. Il faut être attentif aussi, ben, justement, avec ces histoires d'examens complémentaires qui servent à rien, de connaître. Euh, on a parlé, on a critiqué beaucoup les examens PCR là, pour faire le diagnostic de Covid. Donc, on a été trompé, en fait, tout simplement. Euh, les laboratoires avaient eu ordre de ne pas indiquer sur les résultats le nombre de cycles PCR qu'ils appliquaient pour que les médecins ne puissent pas savoir si, si le résultat avait une signification ou pas. Donc ça, c'est problématique. C'est bien la première fois, je crois, dans l'histoire de la médecine en France qu'on observe ce genre de choses, hein. Donc là, on était vraiment embêtés, quoi. Mais euh, moi, je me souviens que c'est une vidéo où une laborantine l'a dénoncé, quoi. Elle a montré l'écran en disant, voilà, ce qu'on regarde normalement, on doit faire attention au nombre de cycles pour pouvoir attester de la validité de cet examen. Bon, Mhm. ça, c'est un exemple, mais je veux dire, par exemple, est-ce qu'il est utile pour des gens qui ont un cancer de la prostate, qui ont, pardon, une surveillance de leur prostate, de faire la PSA, la mesure de cet antigène dans le sang, qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc ça, c'est des questions. C'est l'évidence-based medicine qui est importante pour savoir quelle est la signification de ce qu'on fait et ce qu'on doit choisir au mieux dans la stratégie diagnostique ou dans la prise en charge thérapeutique. Mhm. Donc l'humain d'abord et l'œil du médecin d'abord. C'est-à-dire que de toute façon, l'évidence-based medicine, ça fait partie de l'honnêteté intellectuelle du médecin. Elle existe aussi, et puis d'ailleurs, dans sa définition, sa première définition par un médecin canadien, dont je ne me souviens plus le nom, c'était pas uniquement des statistiques, des études randomisées en double aveugle, c'était pas ça, hein. C'était bien sûr un certain nombre de données d'études cliniques, mais aussi l'intuition du médecin, mais aussi sa relation avec le patient, le fait qu'il laisse le patient décider entre plusieurs possibilités thérapeutiques, ce que lui préfère. Mais ça a été évacué de l'évidence-based medicine. C'est-à-dire que quand on en parle comme ça, couramment, et d'ailleurs dans mon livre, je fais une référence à quelqu'un qui a fait une étude dans le domaine des sciences humaines sur l'implication d'utiliser l'evidence-based medicine, quelle était sa signification et pourquoi et peut-être qu'elle avait été détournée pour des raisons politiques. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais en la débarrassant de l'aspect relationnel, valeur, choix, liberté du patient, consentement éclairé, etc. Vous insistez sur le fait que le corps possède une intelligence propre pour se guérir. Là, comme ça, je pense aux jeunes qui en est un exemple frappant. Mais n'est-ce pas une connaissance récente, ça? Ou bien est-ce que la médecine d'avant connaissait cette capacité d'auto-guérison? Ou est-ce que c'est une connaissance vraiment toute récente? Alors, bon, moi, je ne suis pas une spécialiste du jeûne, mais je m'y intéresse. Je trouve que c'est vraiment formidable de découvrir. Moi, je le découvre, hein. Je dois avouer que je n'étais pas médecin de soins aussi à ma décharge, donc on est plongé dans les questions de travail, de santé au travail, de souffrance au travail, donc on est loin de ça. Mais alors bon, je vais vous dire des choses qui sont peut-être fausses parce que c'est pas ma spécialité, mais je pense que dans la médecine hippocratique très ancienne, hein, donc c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, si je ne dis pas de bêtises. euh, le jeûne faisait partie de la thérapie, des thérapeutiques possibles, hein.
Après, je pense que ça a été oublié certainement. Alors, je ne peux pas vous refaire un panorama de toute l'histoire de la médecine, j'en serais pas capable. Mais d'après ce que j'ai compris, au début du XXe siècle, il y a eu une intervention, j'en ai entendu parler hier soir justement, du rapport Flexner à l'initiative de Rockefeller qui a modifié énormément l'évolution de la médecine dans le sens où il a obligé les universités de médecine aux États-Unis à faire la promotion des thérapeutiques chimiques et à dénigrer tout ce qui n'était pas thérapeutique chimique. Et donc, il y a eu une perte de savoir-faire dans différents domaines. Bon, euh, toujours, enfin, ce qu'on constate quand même, c'est que dans les pays anglo-saxons, quand même, il y a eu des luttes comme ça. L'ostéopathie, par exemple, a pris toute une place importante quand même. L'homéopathie aussi, même si en France, l'homéopathie a été déremboursée il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà ce que je peux dire. Il y a de la politique derrière, il y a de la manipulation, et c'est important, effectivement, de prendre conscience et ça c'est vrai qu'on ne me l'a pas dit à l'université, hein, que le corps se répare tout seul, qu'il y a une capacité d'auto-organisation dans les systèmes biologiques. Je l'ai découvert, tiens, grâce à Christophe Dejour, qui m'a fait découvrir le livre d'Atlan sur l'auto-organisation. Euh, et bon, par la suite, si vous voulez, dans l'expérience de comment on se soigne soi-même, on se rend bien compte que, heureusement d'ailleurs, qu'il n'y a pas que la médecine pour établir l'équilibre, sinon on serait tous morts, quoi. Bon, moi, il se trouve que j'ai été chercheur aussi pendant 7 ans. J'ai fait de la recherche en endocrinologie, en neuroendocrinologie. Donc, je me suis posé des questions à ce moment-là. J'ai fait une thèse aussi de médecine que j'ai choisie moi-même, toute seule, sur l'origine de l'anorexie mentale, ce qui m'a amené à lire beaucoup d'articles sur cette maladie et qui m'a fait évoluer vraiment considérablement ma connaissance de la médecine, notamment à travers l'idée qu'il existe probablement pour toutes les maladies organiques, c'est-à-dire qui font des lésions dans le corps, qu'elles soient microscopiques ou visibles à l'œil nu, que toutes ces maladies, en fait, ont une histoire naturelle qui probablement commence par un dysfonctionnement et qui petit à petit évolue vers l'apparition de lésions au bout d'un certain temps. Et dans cette hypothèse que j'ai faite, mais que sûrement d'autres personnes connaissent déjà, j'ai trouvé une conférence d'un médecin en 1930 à Berlin, qui s'appelle Léopold Alcan, à la faculté de médecine, à la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris, là, Paris 5. J'ai trouvé que ça pour alimenter l'idée qu'il y a un continuum entre des troubles fonctionnels et des lésions organiques. Là, c'est incroyable, hein. Je, je- je pense sincèrement que tout ça plaide. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une évidence de toute façon que le corps se répare. Il faudrait me prouver le contraire, mais c'est impossible. Donc, tout va dans ce sens-là. Merci pour cette réponse magnifique. Bon, si je comprends bien, le conseil que vous donnez, c'est lisez mon livre parce qu'il y aura plein de conseils dedans. Bon, oui, 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 enfin, lisez mon livre ou bien tout simplement enrichissez-vous, comment dire, soyez vivant dans votre vie, intéressez-vous aux gens, intéressez-vous à l'art si c'est possible, si vous avez une petite attirance vers quelque chose, développez-le. Parce que je pense que ça, c'est très important. Enfin, autrefois, il y avait beaucoup de médecins qui faisaient de la musique, qui écrivaient, enfin, qui avaient beaucoup d'exercices comme ça, en amateur même, sur des domaines artistiques. Et je pense que c'est enrichissant puisque ça nous entretient notre sensibilité et notre capacité de voir les choses d'une manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus d'être visionnaire en fait. D'être visionnaire, ce qui est important pour ne pas faire de bêtises dans notre pratique, pour respecter des valeurs, mais aussi pour prévoir ce qui va se passer. Et à une époque, la capacité de prédiction des médecins, c'était aussi
une manière de voir si c'était des bons médecins ou pas. Celui qui prédisait comment les choses allaient évoluer et qui ne se trompait pas, il était encensé. Bon, alors je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui pour mes collègues, mais moi aussi j'ai pris du plaisir comme ça à essayer de deviner ce qui allait se passer et de prendre des décisions euh, adéquates pour éviter que les gens s'aggravent ou que leur situation se complique. Et je pense que j'ai eu beaucoup de satisfaction parce que les gens se sont montrés reconnaissants. Ils m'ont dit que oui, j'avais bien fait de ceci, cela, etc. C'est-à-dire que depuis que je suis retraitée fin 2000, enfin au mois de septembre 2023, j'avais envie de continuer à aider des gens qui sont en difficulté en lien avec le travail. Donc j'ai eu l'idée d'ouvrir une micro-entreprise qui s'appelle Conseil individuel en santé au travail. Donc conseil individuel, alors ça n'existe pas en France, hein. Habituellement, c'est des sociétés qui se font du conseil plutôt aux entreprises d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai appelé conseil individuel en santé au travail. Et quand on fait du conseil aux entreprises en santé au travail, il faut avoir un agrément, etc. Bon. Euh, Moi, ce que je voulais, c'est pouvoir conseiller des gens au niveau individuel euh, et ne pas exercer la médecine, me retirer de la chape de l'ordre des médecins. Donc, en fait, je fais du conseil de prévention des risques professionnels ou bien du conseil médico-administratif pour des gens, par exemple, qui sont en arrêt maladie, quelle que soit la cause, que ça y ait ou pas un lien avec le travail, et qui vont perdre bientôt, qui vont perdre une partie de leur salaire, parce que l'arrêt maladie se prolonge, hein. Donc, comme j'ai une expérience aussi bien dans le privé que dans le public, où les réglementations sont différentes en matière d'indemnisation d'arrêt maladie, je peux aider des gens à à prévoir ça et à prendre des mesures pour que leur salaire ne baisse pas et qu'ils puissent avoir accès à leurs droits au mieux, parce qu'en général, les gens connaissent mal leurs droits et les employeurs informent peu parce que bah, ça leur coûte de l'argent. Voilà. Donc, mon idée, si vous voulez, c'est de mettre mes compétences et toute mon expérience au service de gens qui sont en difficulté, qui ne savent pas comment s'extraire de situations médico-administratives compliquées. Et alors, comment les personnes peuvent vous joindre? Vous avez un site internet dédié pour votre Oui, micro? j'ai un site internet, justement, j'y pense parce que justement, du coup, je suis présente sur X avec cette entreprise. J'ai un site internet avec une fiche Google, hein, voilà. Donc, le site internet, bah, c'est www.assistef, ça s'écrit ACISTEF.fr. Et ACISTEF, ça veut dire analyse et conseil individuel en santé au travail en France. Voilà, parce qu'il existait déjà Assist, qui est un service de santé au travail. Donc j'ai rajouté en France, parce qu'en en plus, je peux travailler bah, sur toute la France. En fait, je fais des conseils à distance en téléphone ou visio, mais plutôt téléphone d'ailleurs. Et en fait, bah, il y a un besoin énorme, hein. En tout cas, merci que les gens intéressés vous contactent par ce biais. Merci à vous. Voilà.